Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Du coup, c'est vrai que je récidive, ça fait quelques années que je suis, donc là, moi j'avais compté 13e édition. Par contre, aujourd'hui, je suis là avec une autre casquette. Je suis toujours venue en tant que technicienne, mais aujourd'hui, je suis là en tant qu'élue et en tant qu'adjointe à la maire en charge de l'urbanisme et des espaces verts pour la ville de Strasbourg. Et histoire de faire peser le contexte, en tout cas les questions des injonctions paradoxales, je suis également vice-présidente en charge de l'habitat, de la stratégie foncière et immobilière. Donc mon quotidien, c'est le grand écart et je ne suis pas la plus souple. Donc c'est pas simple, mais ce qui est certain, c'est que si on veut faire du ZAN et si on veut répondre aux besoins de la population, et quand je parle des besoins, et le premier besoin, bah, c'est déjà un toit, mais c'est aussi un territoire nourricier, et bah, forcément, c'est compliqué parce que bah, le territoire n'est pas extensible, donc il faut trouver un juste équilibre. Et nous sommes très attentifs à cet équilibre, donc nous veillons à... je suis adjointe à la ville résiliente, donc je cherche à avoir la bonne part en terrain naturel et la bonne part en terrain urbanisé, mais de façon à avoir un territoire avec un bon fonctionnement écologique. Parce que si j'ai un bon fonctionnement, eh ben, j'ai une population qui est protégée derrière. Donc il y a quelques années, on avait été récompensés... parce qu'on était territoire nourricier. Je crois que d'ailleurs, on avait été capitale française de la biodiversité sur cette thématique en particulier. On avait été aussi meilleure grande ville sur les questions d'aménager et tenir compte de la biodiversité dans la construction, donc ce que je continue à faire avec ma nouvelle casquette. Et cette fois-ci, on a été récompensé au titre du travail que nous menons sur les forêts notamment, sur le plan canopé. Alors, on a beaucoup parlé de forêt, pas forcément en zone urbaine, et jusqu'à la dernière intervention où là, finalement, on parle de l'arbre en milieu urbain et le pauvre arbre en milieu urbain. Alors, on en a énormément besoin, mais parfois, il est pris en photo, il est complimenté, mais il est souvent aussi très critiqué parce que il prend la place des voitures, il prend la place des pistes cyclables. En plus, il y a des oiseaux qui vont dans les arbres et donc derrière, il y a des déjections sur les pare-brises. Enfin, c'est vraiment je t'aime pas, je ne sais pas, mais en tout cas, l'arbre, c'est très compliqué en milieu urbain. Et nous, on s'est fixé un objectif. En 2015, on était à 26% de canopée sur le territoire strasbourgeois. Et on s'est fixé un objectif de 30% d'ici 2050, de protection de canopée sur l'ensemble du territoire. Et je dis bien l'ensemble, puisqu'on veille à une équité territoriale. Donc, il faut 30% sur l'ensemble des quartiers, où qu'on soit à Strasbourg. Pour arriver à cet objectif de canopée avec une couverture de 30% d'ici 2050, il nous faut planter 1000 arbres par an. Donc nous, c'est pas 13 000 habitants, c'est 270, 500 000 à l'échelle de l'Eurométropole. Mais on a, vous direz, c'est pas grand-chose, 1000 arbres. Mais en fait, il faut trouver 1000 endroits dans la ville. Et je parle pas des forêts et je parle pas des espaces naturels. Je parle vraiment du milieu urbain où là, il faut trouver le bon endroit pour pouvoir que l'arbre puisse se développer. Et pour qu'il puisse se développer, il faut de la place en sous-sol et en aérien. Et là, c'est pas gagné parce que la ville, c'est plein de réseaux et plein de contraintes. Donc, on a lancé un plan canopé en même temps dès août 2020, juste après notre élection. Et ce plan, il a 4 grands piliers. Préserver l'existant. Alors, je peux peut-être avancer les diapos. Voilà. Premier axe, c'est déjà préserver l'existant. Donc, c'est pas tout de vouloir planter, mais il faut conserver l'existant. Le deuxième, c'est augmenter le patrimoine. Le troisième, c'est une approche de recherche et développement, puisqu'on l'a vu aussi précédemment, faut trouver la bonne essence, comment bien planter, comment améliorer la gestion du patrimoine arboré en milieu urbain. Et le quatrième axe, c'est on est propriétaire d'une partie, on a l'espace public, on a des propriétés privées, mais il y a aussi beaucoup d'autres acteurs sur le territoire, donc à la fois les particuliers, les bailleurs sociaux et l'ensemble finalement des gestionnaires de patrimoine peuvent aussi s'impliquer dans cette plantation, histoire qu'on développe au maximum notre plan canopé. Jusqu'ici, on a tenu notre objectif. On est à plus de 3300 arbres qui ont été plantés en 3 ans. Je ne vous annonce pas le prochain chiffre puisque ça sera annoncé vendredi. Donc vendredi, c'est la journée des conférences de presse, nous aussi. Ça sera pour le plan canopé.
Et donc, on continue notre objectif donc de 2000 arbres par an. Donc là, on est au-dessus, mais qu'importe en fait le chiffre, ça n'a pas d'importance. C'est du net, hein, bien entendu. Chaque arbre abattu est déduit. Donc ça aussi, c'est important puisque c'est du patrimoine vivant et forcément, un arbre, derrière, on a besoin de suivre son état de santé. Et quand on est en milieu urbain, parfois les arbres sont amenés à être fragilisés, soit par des maladies, soit par des attaques d'humains ou des attaques de ravageurs autres. Voilà. Donc du coup, derrière, on a aussi eu un traumatisme puisqu'on a un arbre qui s'est abattu lors d'un orage à Strasbourg et on a eu des morts. Et c'est bien la mairie qui est responsable hein, dans ces cas-là. Donc les agents s'en souviennent bien, d'ailleurs la population aussi. Donc on fait très attention aux questions de sécurité. Mais par contre, il a quand même fallu que je revoie la question finalement, on avait tendance à abattre en mode prévention un peu plus que ce qu'il ne fallait. Donc je suis allée jusqu'à la limite de ce qui était acceptable en termes de sécurité. Mais par contre, on ne transige pas avec la sécurité, on est bien sur de l'espace public très fréquenté. Et par contre, il faut communiquer, expliquer à la population pourquoi on se retrouve à abattre un arbre et pourquoi on le fait. Et donc ça, c'était aussi important. Et derrière, on replante, bien entendu. Mais bon, on le sait, hein, un arbre centenaire, il faut attendre 100 ans. Il n'y a pas de miracle, on ne l'a pas encore inventé, l'arbre centenaire qui pousse en 3 ans. D'ailleurs, je pense que Francis Allais nous rappellerait que c'est comme les arbres qu'on plante, s'il ne part pas du gland, et il n'a pas les mêmes défenses immunitaires, il n'a pas la même puissance, il n'a pas la même résistance. Donc le mieux, c'est quand même le gland. Mais bon, alors j'aurais bien voulu lancer une campagne en disant que je semais 50 000 glands dans la ville de Strasbourg, mais je ne suis pas sûre d'arriver à 30% de canopée d'ici 2030. Donc, il faut trouver des solutions. C'est aussi modifier l'ensemble du patrimoine, mais aussi déminéraliser tout ce qu'on peut déminéraliser. Donc, bien entendu, on déminéralise les cours d'école et on déminéralise l'espace public. Et là, je me suis rendu compte que ça pouvait poser aussi des problèmes par rapport aux arbres existants, parce que dès lors qu'on réaménage, y compris qu'on déminéralise, on va fouiller près des racines, et on fragilise, c'est autant de chocs qu'on peut avoir aussi avec nos arbres. Et donc là, comme on prépare aussi une charte de l'arbre, forcément, même déminéraliser au pied d'un arbre n'est pas forcément souhaitable parce que ça peut fragiliser. Et donc, en sachant qu'avec l'augmentation des canicules, la sécheresse, l'augmentation des ravageurs, moins on va finalement intervenir près de l'arbre, mieux c'est pour l'arbre. Et alors là, ça complique vraiment la donnée, puisque quand on doit aménager des pistes cyclables, mettre des bancs, mettre des aires de jeu, etc., et alors si on ne met pas tout ça sous les arbres, et en même temps, il faut qu'on soit près des arbres pour avoir l'ombre, c'est très compliqué, et c'est le casse-tête quotidien. Et je pense que le sujet de l'année prochaine, sur la sobriété, à force de vouloir séparer, faire des pistes pour les cyclistes, des pistes pour les piétons, des pistes pour les voitures, des pistes pour les bus, la rue, elle n'est pas extensible. Et en plus, après, on a encore les habitations et la marge, et puis il faut 4 mètres parce qu'il faut qu'on puisse rouler vite et il faut que ça soit confortable, etc. Mais en fait, ça ne marche pas tout ça. Il faut qu'on apprenne à partager les espaces, les voies publiques, les trottoirs, les logements, les salles de réunion, etc. Et tout doit être mutualisé. Donc, si on doit parler de sobriété, on doit aller jusque-là. Et vous verrez que c'est compliqué. Et c'est là qu'on arrive à des injonctions paradoxales, encore une fois. Je suis une élue verte, je vais faire des pistes cyclables, c'est logique. Je vais abattre des arbres pour pouvoir faire des pistes cyclables. Là, c'est pas logique. Pourtant, il y en a qui attendent des pistes cyclables. Et comme on fait la ZFE, la zone à faible émission, il nous faut des pistes cyclables, puisqu'on va interdire la voiture. Donc, il faut des zones pour les transports. Et il nous faut des trams, donc il faut abattre les arbres. Donc, préserver notre patrimoine arboré, c'est un vœu pieux ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire à Strasbourg. Et je remercie du coup le service des espaces verts, parce que j'ai... le département arbre, c'est 30 agents avec 5 experts et je suis aujourd'hui du coup accompagnée parce que Adrien Scherer est ici en tant que conservateur de la réserve et il va vous présenter toute l'action qui est menée par le service par le département des espaces naturels, où on a encore une 50aine de personnes qui travaillent avec des experts faune-flore. On a 5 experts faune-flore et c'est vrai que
toutes ces personnes, oui, ça fait du monde, hein, mais c'est un gros territoire en même temps. Et pour autant, ce patrimoine arboré, on l'a dit, c'est du vivant et il faut être au chevet permanent. Donc, on prend sa température, on regarde comment il va pour vérifier que derrière, il n'y a pas de risque pour la population. Donc, on est aux petits soins, on déminéralise la ville. Les écoles, on l'a évoqué tout à l'heure, la solution, nous, qu'on a trouvée, avant, on pouvait dire on peut faire 100% des écoles. Nous, on en a du coup 110 plus 20 établissements pour la petite enfance, donc on est autour de 130. Sauf qu'on mettait 2-3 potagers. Si on n'implique pas les gens qui gèrent, il n'y a personne qui va s'occuper des potagers. En été, c'est le concierge qui se retrouve à arroser, s'il a envie d'arroser. Sinon, tout est mort à la rentrée et personne n'a récolté. Donc, le meilleur moyen, finalement, de transformer ces écoles, et on a des objectifs très ambitieux, on voulait vraiment déminéraliser un maximum. Gilles, tu me fais un signe hein, quand je dois arrêter parce que je vais... Et je parle vite exprès pour essayer de dire un maximum de choses, mais je sais que je n'y arriverai pas à tout dire. En tout cas, pour les écoles... La meilleure façon d'y arriver, c'est d'impliquer les usagers. Et donc, chaque école a son propre schéma de transformation de sa cour. C'est les enfants, c'est les instituts, c'est les usagers, c'est le gestionnaire du site, c'est les associations qui vont en périscolaire, qui ont participé à un projet qu'ils ont déposé et qu'ils ont soumis pour être retenus dans l'appel à manifestation d'intérêt. On les fera toutes les écoles, mais on y va progressivement. Et surtout, après, il y a plein d'ateliers pour former ces différentes personnes. Elles ont fait une proposition, elles vont la retravailler avec des paysagistes, elles vont la retravailler avec... On inclut tout de suite la question du genre, histoire de faire en sorte que la question du genre soit abordée dès le primaire avec les enfants. Et derrière, on a en fait du sur-mesure pour chaque école. Et donc, c'est vraiment l'identité du quartier, de l'école et de ses occupants qui ressort et une bonne appropriation garantie par les enseignants et par les élèves. Et le gestionnaire et le concierge, parce que ça, c'est essentiel aussi. Donc, du coup, c'est une méthode que j'estime qui porte ses fruits parce qu'on arrive à avoir des projets bien plus ambitieux. Mais par contre, ça prend plus de temps. Alors, quand on vous attaque sur le plan politique, vous aviez dit que vous feriez 100% des écoles en un mandat, mais vous allez faire que 70%. Bah oui, on en fera peut-être moins, mais par contre, on va aller beaucoup plus loin en faisant mieux sur ces écoles. Donc, voilà. Et puis, vous le savez, après, il faut quand même... Il y a des périodes qui sont réduites. Hein, pour les plantations, on a l'hiver. Pour travailler dans les écoles, on a l'été. Et on a la Toussaint. Il n'y a pas énormément de fenêtres de tir pour travailler dans les écoles et transformer les écoles. Donc après, il faut bien s'organiser. Donc ça, c'était végétalisation, déminéralisation. Juste pour l'anecdote, premières opérations de déminéralisation, ça date de 2010. Et donc, on en faisait déjà, mais sauf que là, on accélère le processus. Ça veut dire que tout ce qu'on peut déminéraliser, on le fait. Et on a inclus le zéro imperméabilisation nette sur notre ceinture verte. Ça signifie qu'on expérimente déjà le ZAN sur les projets qui sont obligés de compenser à 1 pour 1 tout mètre carré imperméabilisé sur un territoire qui fait 700 hectares. 2 minutes. OK. Pour moi. Non, après, c'est toi. Hein. Oui, mais c'est 2 minutes. Alors, j'ai fini. Alors, j'en dis pas plus parce que sinon, je vais pas m'arrêter et j'aurais pas laissé Adrien s'exprimer. Il a plein de choses à faire, à raconter sur les réserves que vous connaissez peut-être pas. Mais c'est pas grave, je reste là pour les questions plus tard. J'en dis pas plus. Je regarde juste. Ça, c'était les jardins dans les écoles avec le travail sur les... Voilà. Merci. Il y a beaucoup de choses à dire à Strasbourg. Du coup, Prends le temps qui... Ouais. 3 minutes. Ok. Non, en fait, l'idée, c'était... Il y a énormément de choses à raconter parce qu'à Strasbourg, on a la chance d'avoir 3 réserves naturelles nationales qui font à peu près 2000 hectares en périurbain immédiat de la ville. 2000 hectares. Bon, le banc communal de Strasbourg, c'est 7800 hectares. Alors, je triche un peu parce que les réserves sont aussi un peu sur d'autres communes, mais ça représente quand même une sacrée surface pour une ville de la taille de Strasbourg. Moi, je suis conservateur de la réserve naturelle qui est au sud de Strasbourg, qui a une espèce de forme de fer à cheval, là. Donc, on voit le quartier qui rentre vraiment entre les 2 branches de la réserve. On est pourquoi sur des réserves? C'est des reliques de milieux alluviaux du Rhin, donc qui étaient historiquement parmi les plus riches en biodiversité en Europe. Je dis historiquement parce que c'est des sites très vulnérables. Là, on est à Strasbourg, donc pression urbaine, foncière, industrielle, agricole, etc. J'en passe. Vous connaissez tout ça, mais peut-être pas dans les mêmes mesures. Et aussi, un sujet important pour nous, c'est la fréquentation liée au caractère périurbain de ces sites.
Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'une réserve naturelle nationale, il y a un outil réglementaire qui s'appelle le plan de circulation. C'est en gros quel chemin est ouvert pour quel usage dans cet espace. Et par défaut, le décret ministériel qui classe cet espace en réserve naturelle dit on ne sort pas des chemins. Et quand on a été désigné gestionnaire en 2014, l'État nous a dit faites un plan de gestion, comme toute réserve naturelle nationale. On avait 3 ans. On a commencé à travailler sur un plan de circulation, mais on s'est assez vite rendu compte que si on le faisait nous dans notre bureau ou même sur le terrain, entre technocrates, entre guillemets, ça allait être mal vécu par les plus de 200 000 habitants de Strasbourg et bien au-delà la métropole. Et on a demandé un délai supplémentaire à l'État pour le faire en concertation avec les usagers et riverains. Ce qu'on a fait en 2019. Donc il y a eu 7 réunions ateliers de concertation, à peu près 180 inscrits qui ont participé pour élaborer ce nouveau plan de circulation. Et la synthèse, c'est une carte déjà des chemins qui restent ouverts au public. Ça nous permet de passer de plus de 80 km historiquement à 40. Donc on baisse le patrimoine de chemins ouverts au public de la moitié. Mais surtout, nous, ce qui nous intéressait, c'est qu'on a créé des zones de quiétude pour la faune. J'entendais parler avant de l'autour des palombes. C'est un peu l'animal totem qu'on a utilisé parce que c'est un rapace forestier qui a besoin de quiétude lors de sa reproduction. Et puis on a utilisé ça pour le public. Et du coup, on a créé ce nouveau plan de circulation avec des injonctions derrière des gens qui ont participé à ces ateliers de concertation de surtout renaturer tout espace qui est fermé au public derrière. Donc, c'est quelque chose qui semble simple comme ça, mais dans la réserve naturelle dont je suis conservateur, il y a un peu moins de 12 km d'anciennes routes forestières, donc avec du bitume. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant de partager ce projet avec vous cet après-midi, c'est que du coup, on a pu, grâce au plan de relance, donc problème du Covid, pour nous, ça a été une opportunité, financer des grands travaux de déminéralisation d'anciennes routes de cette forêt, donc sur à peu près 8 km à fin 2023, on va finir, enfin, plutôt au début 2024, donc je fais une petite rallonge par rapport à la capitale française pour la biodiversité 2023, mais on a quand même réussi, grâce à ces travaux, à déminéraliser et à rendre à la nature plus de 40 000 m² dans cet espace, donc 4 hectares. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte tous, mais c'est énorme. C'est-à-dire 4 hectares de bitume qui sont repartis pour la libre évolution naturelle. Et à côté de ça, 13 000 m², donc 1,3 hectare, qu'on a désimperméabilisé, transformé en chemin plus perméable, ensablé, pour maintenir l'accueil du public. En parallèle, du coup, pour rendre compte de cette opération, qui est quand même un peu exceptionnelle, même à l'échelle nationale, on réalise un suivi scientifique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu le faire aussi en partenariat avec d'autres acteurs. Donc il n'y a pas que nous, on travaille aussi sur la comparaison en site urbain, en site naturel, avec une thèse qui est conduite sur ce projet, et puis différents partenariats avec des masters locaux, plantes et génie écologique, pour justement trouver aussi à travailler plus avec le territoire. Voilà, je ne peux pas trop développer cet après-midi, j'ai mis 2-3 photos, parce que finalement on est en réserve naturelle nationale, mais bon, on a dû faire intervenir des gros engins de route. Alors nous, c'est pas du tout notre métier, on a l'habitude d'aller compter les oiseaux, les criquets et tout ça. Donc de voir des énormes appareils comme ça traverser la réserve, c'était quelque chose d'un peu choquant pour nous et pour les usagers. Mais au final, c'est un outil de long terme, et quand on voit l'impact que ça aura, plus de 4 hectares comme ça retrouvés à la libre évolution, on pense que ça vaudra le coup. Voilà, c'était un peu rapide, mais je resterai encore 10 minutes après pour en discuter si besoin. Merci. Merci.